Yann Léandri, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par te demander de te présenter très simplement pour nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître déjà. Moi je suis artiste diplômé de l'école d'art, travaillant en Corse, principalement sur les liens entre insularité et image. Et voilà, et ça fait depuis l'été 2025 que je suis diplômé maintenant et que je suis revenu en Corse pour travailler, mais j'ai grandi ici et je vis ici. Tu as, euh, Tu es très fraîchement diplômé d'un master. Tu as fait un mémoire. De quoi il parle ce mémoire? Le mémoire, alors c'est un mémoire en apophthegme, donc c'était des courts textes indépendants qui parlaient des liens entre insularité et image, notamment à partir de la pensée grecque et aussi de la conception chrétienne de l'image, de la pensée de l'insularité chez les Grecs et de la conception chrétienne de l'image, et après les liens avec aussi une pensée du nationalisme corse contemporain et du vernaculaire, de l'architecture vernaculaire et des structures vernaculaires des villages, et voilà, et tous les liens entre rituels, insularité, image qui se croisaient au milieu des récits autour de la Corse. Ok, ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans ton mémoire, tu parles beaucoup du concept d'essenza de Renato Gotti. C'est un concept qui a une autre approche de ce qu'on pourrait appeler de celle de l'essentialisme. C'est non pas ce que l'on est une fois pour toutes, mais c'est plus une manière d'exister, une manière avec laquelle on se projette et on agit. En quoi cette conception de l'identité comme mouvement, comme pratique et comme choix collectif peut-elle déjà constituer un geste politique fort aujourd'hui, ou du moins une rupture dans ce qu'on peut considérer comme l'identité? Mais alors le concept d'essai, alors quand Renato Coty le fait pour le Reacquist, c'est un concept qui est déjà mis en avant depuis très longtemps par Heidegger, correspondrait au Wesen d'Heidegger, qui est traduit en français par l'être. Donc c'est toute une pensée de correspondance entre l'identité et aussi l'habitation de l'environnement, les modes d'habitation. Donc c'est quelque chose où vraiment où on commence à penser non plus l'identité dans son caractère figé, qu'Heidegger rappelle justement, en parlant de... lui, il parle d'essence, du coup, et il fait le lien avec le grec ousia, essentia, estance aussi en français. Et donc tout ce caractère figé, lui, il parle d'un mouvement, justement, d'un besoin de mouvement, d'un besoin de déroulement. Et en fait, ce besoin de mouvement, c'est littéralement les pensées révolutionnaires, en fait. C'est-à-dire, révolution et révolutionnaire, ça vient de révolutionnaire notamment. Donc il y a le fait de tourner sur soi, d'une répétition d'une même chose qui tourne en rond. Et à la fois, il y a ce révolutionnaire, c'est le mouvement qui se déroule enfin. Mais c'est ça, en fait, une condition révolutionnaire au sens politique, c'est enfin le déroulement d'un mouvement, l'idée d'une avancée, l'idée de ne non plus être figé, de se définir parce que ce qu'on a été, mais parce qu'on veut être, par la possibilité du devenir, par ce besoin de regarder en arrière, de savoir d'où on vient, mais toujours d'avancer. Je vais donner deux exemples concrets justement qui illustrent ce propos. Il y a la revitalisation de la langue corse depuis le début du Riaquist, et aussi des pratiques culturelles contemporaines, que ce soit le théâtre, que ce soit le Mm. cinéma, qui lui justement bat en brèche cette image folklorique qu'on pourrait imaginer justement la culture corse de Colombe, et qui, elle justement, propose un nouvel imaginaire. Mm. Oui, de toute façon, ça a été ça. Le réacquiste, c'est une bataille d'imaginaire. En fait, c'est le premier symptôme de l'insularité, c'est-à-dire un conflit des imaginaires. Et comment renouer avec un imaginaire qu'on essaye de saisir, comment recontrôler sa propre visibilité, sa propre existence, à partir de ce qu'on veut rendre visible. Et aujourd'hui, est-ce que cette idée décède, ça, quand on voit tout le cheminement politique de la Corse, elle est toujours viable, ou est-ce qu'elle a été récupérée par un discours institutionnel? Bah, là, je pense qu'on arrive typiquement dans cet espace de paradoxe, c'est que toute la culture du réacquiste, et notamment de l'essai de ça du coup, se fait aussi à partir d'une culture corse paysanne. Et tout un héritage aussi qu'on a eu typiquement avec le théâtre paysano corse, mais qu'on a eu ici avec la chanson, qu'on a eu aussi avec voilà, toutes les formes d'expression poétique et tout, et qu'on a perdu. Mais en fait, la première perte du village, de cette culture paysanne, elle vient avec la perte du village, justement, avec l'hyper-ruralité, plus on peut parler de la bétonisation, des trucs comme ça, mais toute la perte aussi des structures, des structures vernaculaires, de toutes ces circularités qui formaient le village. Donc on va parler si on parle des premiers espaces que créaient les villages, d'abord, on va dire cet espace
de récits, de narration qu'est Atsi Daofugon, donc les espaces de circulation autour de l'âtre, justement, là ça s'appellerait Heidegger, tu vois. Mais aussi, on a perdu après donc, cet espace Bancone, c'est là où on faisait le récit, on parlait d'imaginaire, on parlait aussi du rapport magico-folklorique au territoire. On a eu la perte après du Tchirkul aussi, qui est cet espace qui sert à l'habitation, enfin qui sert plutôt à la vie du village, tu vois, qui sert à nourrir et tout. Dont parle aussi Platon quand il parle de la Kora, qui a beaucoup aussi animé Heidegger, Derrida. Après, on a aussi cette perte de l'art. Il y a aussi une perte très importante, cette fois beaucoup plus autour de l'expression chantée, de la correspondance entre une intonation, une intensité de voix et le relief qui se forme aussi au devant de l'air. Et voilà, en fait, toute la perte aujourd'hui qu'on a eue aussi, qu'il a fallu conscientiser, c'est ces pertes de circulation. Et aujourd'hui, forcément, tout ce rapport au nationalisme, tout ce rapport aux politiques et tout, mais en fait, trouve ses fondements dans ce regard en arrière, mais un regard en arrière, en fait, qui n'a fait que continuer, et aujourd'hui, jusqu'à arriver à une propre nostalgie de notre période de lutte. Et en fait, on est dans ce trouble-là, on ne sait plus si on est nostalgique de ce qui a amené la lutte, ou on n'est pas nostalgique de la lutte elle-même, et là, on arrive à un conflit d'imaginaire et un conflit de survivance un peu de l'identité. Je vais rebondir sur Heidegger. Tu parlais de l'Altheia comme un dévoilement à un moment où quelque chose sort de l'oubli. Si on l'applique à la Corse, c'est une idée qui invite à se demander qu'est-ce qui est aujourd'hui rendu visible dans le discours public et du coup, par conséquence, qu'est-ce qui reste occulté, silencieux et ou refoulé dans le récit collectif. C'est exactement ça qui est très intéressant dans l'Altheia. C'est donc cette pensée de ce qui existe en tant que révélé, en tant que, on va dire, en tant qu'advenu, en tant que faisant partie du monde, et tout ce qui existe en tant que ce qu'il n'est pas dévoilé. Parce que la Letheia, il y a deux sens. Il y a la sortie de l'été, donc le fleuve de l'oubli, qui te permet justement, qui t'emmène à une sorte de réincarnation, et que du coup, le fleuve dont il ne faudrait pas boire l'eau pour justement aller au-delà. Donc c'est cette condition un peu maudite de devoir d'oublier pour revivre. Et la Letheia, c'est aussi la sortie du voile. Mais justement, là où Heidegger développe, il va dire ce qui est aussi important, c'est pas la chose en tant qu'elle existe de manière dévoilée, de manière éclaircie, c'est qu'elle existe en tant que non dévoilée, en tant que ne faisant pas partie du monde, tu vois, dans cette sorte d'immonde, tu vois. C'est Fabien Wallos qui parle d'un immonde, c'est Deleuze qui parle d'un immonde, et Fabien Wallos rebondit c'est là-dessus. Le Dark Deleuze. Hein. Voilà. Et tu vois, toute cette pensée-là, aujourd'hui, c'est celle qui doit nous accompagner, de dire, mais en fait, tout le rapport à la Corse, il y a toujours un rapport cryptique très fort, tu vois, que ça soit, on peut parler de la condition matérielle, mais on va sûrement en reparler après, tu vois, tout ce rapport à l'occulte, au cachet, au rêve, et aujourd'hui, dans un truc beaucoup plus matérialiste, dans une approche beaucoup plus matérialiste, c'est la clandestinité. Et ce rapport à l'institution, mais là on va parler de deux institutions qui sont l'institution religieuse, et on peut dire même un certain impérialisme chrétien, et l'institution au sens beaucoup plus politique, c'est-à-dire l'institutionnalisation de la lutte nationaliste dans des établissements, enfin dans des institutions françaises, a amené ce rapport au critique et à la clandestinité beaucoup plus trouble, beaucoup plus obscur, et des modes de survivance qui sont beaucoup moins évidents. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut re-questionner. C'est ce que j'allais te dire. Pour moi, il y a deux exemples très concrets, justement. C'est la folklorisation de certains symboles au détriment de leur charge historique, c'est ce que tu disais, et la mise en récit patrimonial de la Corse versus l'effacement de certains conflits politiques. Et aujourd'hui, même ce qui se joue, c'est que plus dans le rapport à la clandestinité, l'hyper-visibilisation des figures de la clandestinité, et donc tout ce conflit aussi qui existe entre l'institution et le clandestin, tu vois. Encore une fois, entre ce qui doit être parce qu'il est révélé et ce qui ne doit jamais se montrer, mais qui existe de manière latente. Et tu vois, là, on arrive à des questions sur la place de la jeunesse, tu vois, qui peuvent aussi se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe en tant que latent, parce que la Letheia, c'est ça, c'est la latence, ça veut dire quelque chose qui a la potentialité d'exister. Donc une rencontre qui peut arriver, tu vois, et une possibilité d'advenir qui n'est pas contrôlée, tu vois. Et c'est passionnant parce que peut-être qu'il y a certaines vérités qui sont volontairement voilées aujourd'hui pour maintenir un ordre social apaisé. Et alors, on va pas dire qu'il y a une espèce de grand tout qui régit, mais est-ce qu'il y a des choix collectifs justement de voiler certaines vérités ? Oui, et de toute façon, ça a été des méthodes qui ont toujours existé. Alors, autant des méthodes faites par le gouvernement en même temps pour l'oppression, pour renforcer ces négociations dans l'ombre, toute la tradition pasquoise de la négociation dans l'ombre,
les vérités voilées, mais ce qui ont été celles aussi de la lutte, hein, qui ont été celles beaucoup plus internes, des conflits de comment ils ont été montrés en façade et comment ils ont été en même temps gérés en interne. On vit beaucoup dans ces zones d'ombre. Mais de toute façon, la Corse est un territoire qui a beaucoup vécu dans l'ombre et qui a une culture de l'ombre. C'est là où le christianisme, justement... Enfin, c'est intéressant parce que ça nous ramène un peu... Je sais pas si tu vois le livre de Tanizaki, Éloge de l'ombre. Non. C'est un livre, c'est Tanizaki qui sort ça, je crois, dans les années 20, un japonais, et qui dit que l'esthétique occidentale est une esthétique de l'hyperlumière, tu vois, justement de toute la visibilité du miroir, tu vois. Il prend Versailles et il va dire Versailles, c'est typiquement justement une esthétique où tout doit être montré, tout doit être révélé, tout doit être réfléchi au sens de la lumière. Et il dit justement l'esthétique de la japonais, qui est en plus une esthétique qui vient d'une culture animiste, c'est ces zones d'ombre, c'est ces zones de passage, tu vois, ces zones où l'imaginaire se pose, ces zones où ça se construit, il y a une sorte de spectralité du lieu, des dieux, mais à la fois des fantômes, des images qui peuvent survivre ces zones d'ombre, une projection de l'imaginaire. Et il dit justement, c'est ça les conditions de notre insularité, tu vois, en tant que japonais, enfin de l'archipélité, mais lui il parle, enfin ça va plutôt être une insularité japonaise, on va dire. Et il dit, c'est ça les conditions de l'insularité par rapport au grand Occident, tu vois, et au grand impérialisme occidental. C'est toute cette existence et ce besoin de faire ombre qui va jusqu'à atteindre nos sens et notre perception de l'espace, tu vois. Écoute, moi, c'est une super transition parce que je pense beaucoup à Marie-Josée Monzin et le retrait et la relation. Ce qu'on retrouve beaucoup dans ton mémoire, c'est la kénose. La kénose dans la tradition chrétienne, hein, c'est ce qui désigne le fait de se dépouiller, de renoncer à une position de toute puissance. Peut-on penser que ce geste de retrait comme une autre forme de résistance politique, notamment en Corse, hein, face à des logiques de domination ou de normalisation? Et j'irai même peut-être plus loin dans la question, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un refus de la spectacularisation de certaines luttes aujourd'hui en Corse? Alors, justement, en plus, la kénose, c'est là où elle est très intéressante, c'est que c'est le dépouillement d'une puissance divine par l'amour infini de Dieu envers ses enfants, tu vois. Donc, jusqu'à créer par la Trinité, donc c'est ce qui fonde la Trinité, donc la possibilité aussi de Dieu d'exister de manière mortelle et de mourir mortellement, tu vois, de faire que le Christ puisse mourir, tu vois. La kénose, c'est cette condition qui le rapproche lui-même de ce qu'il a créé, tu vois. Et c'est là où il y a quelque chose qui te fait passer vraiment de l'ordre divin à l'ordre quasi profane, tu vois. Et donc, dans la pensée de la Corse, tu vois, on peut penser, à faire un rapprochement qui est très grossier, tu vois, mais qui serait ces choix de démilitarisation en 2014, notamment, tu vois, du front, de dire par la logique du choix institutionnel, tu vois, on se sort de cette lutte armée, comme on l'a toujours promis, tu vois, comme c'est toujours été promis, en fait, notamment depuis le livre blanc, tu vois, de dire, nous, on doit juste créer les conditions de l'autodétermination et amener justement la possibilité au peuple de pouvoir choisir par lui-même, mais pas de lui imposer sa voix, tu vois. Et et cette condition-là peut permettre la voie institutionnelle, donc la sortie de la lutte armée, la sortie de la clandestinité, la sortie de la répression, de l'oppression, et d'aller vers justement d'autres modes d'existence. Mais en fait, et c'est là où on doit vraiment faire notre deuil aussi un peu des années 90, de notre imaginaire des années 90, c'est que tout ce rapport aussi qu'a eu la lutte armée, toute cette place qu'a eu la violence armée. Après, aujourd'hui, on en revient avec la condition mafieuse depuis 2014, justement, beaucoup plus fort depuis, en fait, depuis certaines conditions, notamment depuis la mort de Jean-Jouet Colonna, tu vois. Mais de se dire, donc les répartitions du territoire, mais de se dire, en fait, la spectacularisation, le spectacle, ça vient de ce qui est visible. Tu vois, spectre, c'est cette racine qui donne spectre aussi, tu vois, c'est cette visibilité, tu vois. Qu'est-ce qu'a créé comme visibilité dans les années 90, depuis notamment les années 88, on va dire depuis la grande puissance, l'omnipuissance du front, en 88, où il a son apogée, par le nombre de militants, par la deuxième amnistie, donc la reconnaissance mitterrandienne, lui-même impérialiste, d'une légitimité de la Corse, les accords Jox. Tu vois, 88, on arrive vraiment à cette sorte de domination du front dans la présence, dans la puissance qu'il occupe, tu vois, à la fois sur le terrain et populaire. Et par son nombre de militants, et par son armement, tout ce que tu veux, tu vois, on va dire. Et qu'est-ce que ça a créé? Mais en fait, ça a créé les conditions de l'existence du peuple corse par les conditions d'une visibilité violente, tu vois, par une hypervisibilité de la violence, et voire une exclusivité de l'existence par la violence, tu vois. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on ne s'est toujours pas remis de ça, de ce qui conditionne aujourd'hui encore notre existence, c'est que ça a effacé tous les autres modes d'existence pratiquement, tu vois. Ou ça les a mis à la surface. On a eu des modes de survivance par le chant, notamment, tu vois. Mais toutes les autres formes d'expression, de visibilité, justement,
elle a été mise au profit d'un spectacle qui est celui le spectacle de la violence, tu vois, et de l'hyperviolence. Et voir, on l'a vu jusqu'à la conférence de Tralonc, tu vois, qui crée presque ce paradoxe de dire, à un moment, une discussion avec une négociation en 96, de dire, et si on faisait la plus grande conférence du front pour justement faire avancer les choses et tout. Et en fait, ce spectacle-là, qui devient le spectacle de l'horreur, où justement, machine arrière, le conférence de Tralonc devient, pour le gouvernement français, devient justement pour sa crédibilité internationale, un événement qu'il faut complètement effacer. Et tu vois, mais du coup, comment on survit avec ça, tu vois, avec nous-mêmes la spectacularisation de notre vie politique aujourd'hui. Si je voulais être taquin, je dirais que. Est-ce que tu partages l'analyse de ce. Alors, je ne sais plus s'il était ministre de l'Intérieur ou Premier ministre à cette époque-là, de Manuel Valls, qui disait que la violence était ancrée dans la culture corse. Et le pire, c'est que justement, tout cet imaginaire-là, c'est un imaginaire qui vient de l'extérieur. Encore une fois, tu vois, on pourrait parler des conditions de la vendette qui naissent parce que par le manque de justice, tu vois, c'est en fait cette condition-là du manque et encore la vendette qui a été très largement exagérée. Je crois que c'est pendant le colloque à Cardiez, le premier colloque sur la lutte anti-mafia à Cardiez, où il était rappelé qu'en fait les 900 morts par an c'était complètement une aberration, que ça n'a jamais existé, qu'on est plus proche autour des 16 morts par an maximum de vendetta, et que c'est pas du tout une institution comme on a par exemple dans les pays plus du Dans les Caucase. Balkans. Voilà, dans les Balkans. Ils disaient on n'est pas du tout à cet ordre-là, avec une sorte de... Avec des lois du sang, voilà, de c'est ça. vengeance qui traversent les générations. Ouais. Il dit en fait tout ce manque-là qu'a créé, là, bien sûr, le manque de justice encore s'est retrouvé. Ça a été prolongé aussi après avec les révoltes napoléoniennes et tout, par les révoltes d'abord paoliniennes, puis après l'oppression napoléonienne, puis après la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il dit mais en fait on n'a pas existé par la violence, on nous a fait exister par la violence. C'est là où Valls justement utilise vraiment la violence de la Corse, et encore une fois le spectacle de la violence en Corse. Mais c'est-à-dire que toutes les possibilités d'existence les autres visibilités de la Corse ne sont pas possibles, ne sont pas permises, tu vois. Et encore une fois, aujourd'hui, cette spectacularisation qu'a créée la violence armée, tout ce qu'elle a permis de gagner aussi, après il faut pas, tout ce qu'elle a permis de gagner, au bout d'un moment, il faut faire aussi le deuil de ces victoires-là pour aujourd'hui les questionner depuis 2014. Pourquoi ça n'avance pas, tu vois? Bah c'est très intéressant parce que je pense que au moment de cet entretien, la notion qui arrive naturellement, c'est celle du rigiru. Le rigiru entendu comme la capacité à initier soi-même, à inventer sans attendre l'autorisation, à structurer le riacquisto. Aujourd'hui, cette dynamique, est-ce qu'elle existe encore ou est-ce qu'elle a été absorbée par des logiques de gestion culturelle et ou institutionnelle et ou politique? Bah, le Ridir, c'est vraiment c'est la pensée du renouveau, donc de la révolution au sens de créer toujours quelque chose, voilà, dans l'écart, tu vois. C'est cette sorte de création qui à chaque fois permet cet écart, donc permet ce mouvement de vie, tu vois. L'écart au passé, c'est de négociation du passé qui te permet d'avancer. Mais le Ridir, c'est ce dont on a besoin en fait. Mais regarde, tu vois, le constat qu'on fait après les événements d'Ivan Colonna, c'est ce qu'on se dit, les manifestations, c'est ce qu'on dit en fait. Quand toute la voie est ouverte depuis 2014-2015, tout est apaisé. Finalement, on est obligé de retourner à la violence pour obtenir quelque chose. Et encore aujourd'hui, 3 ans après, où là on vient d'avoir les vœux d'Emmanuel Macron pour la solution institutionnelle en Corse, tout le monde, André Fatz, c'est le premier qui l'a très bien analysé, qui dit mais en fait, on arrive vers une autonomie qui est une autonomie dite relative, qui n'a rien à voir avec une autonomie réelle, qui n'a rien à voir avec une pensée d'autodétermination. Et là, on arrive strictement, encore une fois, dans des hausses au vrai sens qu'est le sens révolution, une itération, une répétition, quelque chose qui tourne en rond, et on arrive dans les mêmes cycles d'impossibilité de se renouveler, et donc de regarder vers le passé pour s'identifier à quelque chose. Donc en fait, la négociation avec le passé ne se fait pas. Et c'est pour ça que, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'une possible reconnaissance institutionnelle, ce serait peut-être même plus une victoire dans ces termes? Bah, le problème, c'est que c'est ce qu'on voit, c'est que ce qui serait vu comme une victoire aujourd'hui, l'autonomie dite relative, en fait, elle ne fait plus du tout consensus, elle n'amènerait à rien. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu à quel point l'institution nous bloque. Aujourd'hui, elle nous amène qu'à des systèmes de blocage. Mais parce que l'institution, ce n'est pas quelque chose qui est déterminé par un peuple corse, aussi large soit-il, justement. C'est qu'aujourd'hui, on joue avec les règles de celui qu'on combat. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est que depuis les années, en fait, depuis les premières années du front, depuis les années, mais en prenant que le front, on se dit mais qu'est-ce qui change? Oui, on a eu les collectivités, on a eu les assemblées et tout, mais qui c'est qui nous les donne? C'est toujours la personne contre qui on s'est battu en fait.
Et c'est ça qu'il faut interroger, c'est à qui crée l'institution? Et c'est la même question qu'on a dans l'art, en fait, tu vois. Pourquoi il y a des échecs dans l'art politique? Et parce que l'institution reprend tout, tu vois. L'institution avec on met un grand I parce que c'est plus facile. Mais encore une fois, c'est les mêmes institutions qui servent un même pouvoir, tu vois. Ça, qui vont être les pouvoirs financiers, les pouvoirs dominants, tu vois. Je vais, pour sortir quand même de l'imaginaire du front, moi j'ai quelques exemples concrets quand même en tête. Il y a quand même plusieurs festivals, beaucoup de médias, des projets culturels qui sont devenus, qui se sont créés, qui se sont même auto-institutionnalisés, Hmm. sans attendre l'autorisation j'allais dire, des institutions traditionnelles et respectables. Est-ce que c'est déjà ça, par exemple, est-ce que c'est une victoire? Pour moi, on arrive. Après, c'est pessimiste aussi, mais parce que c'est quelque chose contre lequel j'ai toujours lutté, c'est qu'en fait, on arrive à une destruction des marges et des friches, tu vois, de ces espaces un peu liminaux qui sont une expression. Le mot est peut-être un peu bâtard, mais authentique, tu vois, une expression désintéressée, tu vois. Et aujourd'hui, avec l'institution, c'est ce qu'on a vu. Bon, on a beaucoup vu ça et on a beaucoup critiqué ça en Corse. En fait, l'existence de structures strictement par leurs conditions institutionnelles, tu vois. C'est-à-dire, plus besoin d'une rencontre avec le public, plus besoin d'une corrélation avec Oui, son des environnement. gardiens du savoir désincarnés, enfin Voilà. institutionnalisés. Et tu vois, et que du coup, se rendre compte qu'encore une fois, qui c'est qui crée l'institution? Tu vois, l'institution, elle dépend toujours d'un système de gouvernance aussi. Tu vois, elle répond d'un système de domination, d'un système d'une classe, que ce soit d'une classe ou d'une minorité dominante, tu vois, qui va former la majorité, par contre, de gouvernance, tu vois. Et aujourd'hui, mais c'est ce qu'on a vu strictement avec le chant. Aujourd'hui, le chant encore se représente ça. Tu vois, encore une fois, quand je te disais qu'on perd l'espace de l'aria, tu vois. L'espace de l'aria, c'est l'espace, justement, l'espace de la tribière, tu vois. Donc, enfin, nous, on dit art, mais de l'adia. Cet espace, justement, de l'improvisation du chant, de la première expression quasi, enfin, de la labeur du travail, de cette expression performative, en fait, qui n'a condition d'existence que le moment où elle est énoncée. Elle a peut-être des modes de survivance après, comme les vautières, il les lamène. Certains sont tombés dans la tradition, seront transmis parce qu'il y avait une certaine intensité qui les a fait exister, se transmettre. Tu vois, mais ça, c'est ce qu'on a perdu strictement en Corse, c'est ce qui existait naturellement en Corse, c'est-à-dire ces expressions en marche performatives qui n'existaient qu'à partir du moment où elles étaient énoncées, tu vois. Et toute notre pensée de l'art et de la culture en Corse, aujourd'hui, elle a complètement été détournée aussi par cette hyper-institutionnalisation, tu vois. Oui, mais parce qu'il y avait un besoin matériel dans le temps. Bien Il sûr. est situé. C'était une culture, c'était des faits qui avaient besoin d'être Mhm. sauvés, d'être documentés. Et il y avait justement ce rouleau compresseur institutionnel français qui n'en avait que faire. Et aujourd'hui, c'est par le militantisme auto-institutionnalisé de cette époque qu'on a pu garder ces traces. Bien sûr. Et paradoxalement, aujourd'hui, c'est ce qui crée aussi les conditions de sa disparition, tu vois. Parce que on a perdu C'est le ce rapport. pharmacone. Voilà, tu vois, c'est exactement ça, c'est la dose, en fait. C'est qu'au moment, c'est ce qu'on voit avec la musique, tu vois. Alors, c'est pas du tout quelque chose que enfin, je veux dire quelque chose, mais aujourd'hui, ta condition d'existence en tant que musicien, tu vois, tout ce qui crée le chant. Ça va être, par exemple, ça va être l'obtention, justement, du statut d'intermittence, tu vois, que tu peux faire l'été en faisant l'animation des bars et tout, tu vois. Mais du coup, comment tu te places au niveau de la création de ton imaginaire, tu vois? Ça crée un paradoxe parce qu'en même temps, tu fais tout ce que tu crées vient d'un surtourisme aussi, de la besoin d'existence par tout l'apport économique que crée le surtourisme, tu vois? Et en même temps, tout ton rapport aux militants, au chant, vient d'un rapport militant de survivance qui ont été les premiers. Alors qu'a commencé Félix Kuilic, d'aller chercher, d'aller répertorier, tu vois, d'aller dans les villages. Qu'a continué après Kant, tu vois, le premier album de Kant, avec notamment Miguel Paoli, tu vois, d'aller chercher justement ce qui se perdait, de le revaloriser. C'est Kanti Arabini, tu vois, les chants d'arabe, on appelait ça pour les dévaloriser. Et aujourd'hui, tu vois, le chant, je trouve qu'il illustre parfaitement ce paradoxe, tu vois, c'est qu'en même temps, on arrive à une économie qui se base sur celle d'une économie qui est décidée depuis le PAR, tu vois, depuis le PAR, depuis le plan d'action régional, si je ne me trompe pas, qui est de se baser sur la SETCO, du coup le tourisme, tu vois, le surtourisme, pour justement dilapider ce rapport à l'identité, empêcher ce mouvement-là, ces conditions d'existence déterminées, tu vois. Et Qui justement, fige l'identité et la voilà. folklorise pour des considérations commerciales. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, le chant participe à ça, tu vois. Et ce qu'on a vu avec l'album Metsu Metsu, tu vois, typiquement, en fait, où des groupes comme Kant, qui avaient au début ces conditions d'existence, deviennent finalement, on fait exister notre imaginaire avec ce rapport, ces allers-retours-là, tu vois,
qui crée en fait, sans dire que c'est des mauvais projets, tu vois, que c'est des projets qu'il ne faut pas faire, mais qui crée ce rapport du conflit, qui illustre ce conflit d'imaginaire, tu vois. Je vois ce que C'est tu veux ce dire. conflit de l'adresse en fait. Mais je te trouve dur parce que je vois que au final, il y a une perte de subversivité dans la pratique artistique. Mais est-ce que l'existence même de Metsu c'est au final peut-être un signe d'une petite victoire d'hégémonie culturelle? Mais peut-être que les gens vont le voir comme ça, tu vois, et c'est peut-être qu'il faut le voir comme ça, de dire, mais justement, aujourd'hui, la capacité de la musique corse, c'est d'attirer des grands chanteurs français, de faire des collaborations qui permettent une internationalisation de la langue corse et de l'expression corse, tu vois. Mais à côté, qu'est-ce qui se crée, tu vois? Est-ce que justement, ça ne nous maintient pas encore une fois dans un imaginaire, c'est-à-dire, en fait, c'est pas forcément qu'un conflit de création, mais c'est un conflit d'adresse. À qui tu t'adresses quand tu fais ce genre de projet, tu vois? Et l'adresse, elle peut être réglée, de dire, mais nous, on cherche l'international parce que justement, la valorisation doit être internationale. Par exemple, c'est ce que fait Nation en ce moment pour l'ONU et tout, tu vois. Le choix illustre vraiment le rapport politique. Et en même temps, aujourd'hui, tu arrives à une jeunesse qui n'arrive plus à qui a du mal à créer ses propres chansons parce qu'on perd aussi le rapport à l'expression poétique, tu vois. C'est-à-dire que notre expression musicale, aujourd'hui, elle a tendance aussi à perdre ce rapport-là à l'écriture, tu vois, et à aller chercher des modes d'adresses qui ne sont plus forcément autour de ce rapport interne, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai l'impression de voir en ce moment. Mais c'est des trucs... C'est une transition toute trouvée. Je vais te parler de Mark Fisher. Mark Fisher lui explique que le capitalisme contemporain détruit notre capacité à imaginer des alternatives. C'est à peu près ce que tu disais. Est-ce que la Corse, elle, souffre aujourd'hui d'un manque de lutte est-ce qu'aujourd'hui, elle... moins d'un manque de lutte que d'un manque d'imaginaire collectif capable de penser un futur différent? Est-ce que c'est pas ça le problème? Le problème, et c'est ce qu'on voit littéralement avec l'autonomie, et encore une fois avec la question du chant, c'est de qui on attend ce mouvement-là, tu vois. Et aujourd'hui, on a figé notre condition d'advenance par la délégation de la responsabilité, tu vois. C'est-à-dire la responsabilité, c'est quoi? C'est l'attente d'une réponse, tu vois. C'est littéralement ça la responsabilité. C'est qu'on attend de quelqu'un une réponse. Et aujourd'hui, notre condition d'advenir, elle attend de ces réponses-là, qui sont institutionnelles, tu vois, de dire, en fait, sans l'autonomie, on ne peut rien faire, tu vois. Et aujourd'hui, c'est comment on doit trouver aujourd'hui des modes d'existence autres. Nous, en tant qu'artistes, on va dire aussi comment l'art doit justement permettre de penser ça, tu vois, et le rapport au culturel. Mais je pense qu'on est littéralement dans une période où, effectivement, les conditions des devenirs, en fait, sont complètement floues et voire inenvisageables. Et ça fait 3 ans qu'on est dans cette situation, mais là, en fait, tout le monde est en train de faire le bilan qu'on fait reposer sur la majorité de Gilles Siméone, mais de dire, en fait, depuis 2014, depuis tous ces processus, justement, de démilitarisation, d'hyperinstitutionnalisation, enfin, du nationalisme, de cette victoire de 2015 et de 2017, mais en fait, rien n'advient. Et en fait, on vit dans un état de latence permanent, justement, dans une impasse, mais en fait, une existence qui est quasiment spectrale, tu vois. Mais tu vois, c'est ce qu'on arrive un peu avec, pour parler plus d'Agamben, tu vois, c'est le rapport au temps messianique, tu vois. C'est-à-dire ce temps qui tourne en rond, tu vois, qui ne permet pas d'atteindre la fin des temps, eschatologique ni apocalyptique, tu vois, mais qui est justement ce temps, à partir de l'arrivée du Messie jusqu'à la fin des temps, un temps qui tourne systématiquement. Et en fait, qui crée cet état de fixation, tu vois, mais justement, encore une fois, de répétition du même, et qui est dans une attente parousique, en fait, de la délivrance, tu vois. Et en fait, on a l'impression d'être dans ça, tu vois, on n'arrive pas à se projeter en dehors de ces spectres-là, de l'autonomie, des promesses d'autonomie, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On n'arrive pas à produire du désir politique en Corse, ou il y a un manque dans l'imaginaire contemporain? Non, je pense qu'on doit aussi faire le deuil aussi. On est encore dans un processus de deuil, tu vois, de compréhension mais à la fois, tu vois, comme on parlait pour le chant, comme on parlait du réacquist, de compréhension en fait de là où on en est aujourd'hui, tu vois. Ça a été, malgré tout est arrivé de manière très brusque après des périodes d'hyper-violence, tu vois, voire de lassitude à la violence, tu vois. On est arrivé dans des périodes où la lutte fratricide des années 90, on est encore en train de régler ça, tu vois. C'est des choses qui ne sont pas encore réglées. Toute la place qu'on questionnait autour du chant, tu vois, est-ce que le chant doit porter ça tout seul encore une fois, tu vois? C'est qu'en fait, on vit dans ces paradoxes aussi en même temps, on n'arrive pas à avancer parce qu'on est encore endeuillé, tu vois. C'est ça le deuil, c'est l'impossibilité d'avancer, tu vois. L'impossibilité de laisser le futur advenir, tu vois. Et je pense qu'on est encore dans ça, dans beaucoup de rapports, que ce soit au culturel
Mais que ce soit dans la chanson, au politique, théâtre ou Voilà. au cinéma. Hein, Tu vois, encore une fois, cette charge qu'on met au chant, tu vois, ou qu'on met à la musique, c'est parce que ça a été une des seules conditions d'expression pendant très longtemps. Tu vois, les arts contemporains ont été, enfin, les arts dits contemporains, si on en a eu pour la Corse, qui ont eu beaucoup de mal à exister. Les autres formes d'expression, le théâtre paysanne, qui a très peu existé malgré tout, tu vois, dans l'imaginaire populaire. Enfin, ça a été quelque chose qui a eu de la visibilité pendant un certain temps, qui s'est très vite. La littérature, pareil, tu vois. Tout se fait qu'aujourd'hui, on s'hyper focalise sur le chant, quitte, bah, comme moi, tu vois, à être même avoir des attentes très fortes, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans ce rapport-là, c'est qu'on a encore du mal, on est encore en train de négocier notre passé. Tu vois, on a déjà quelque chose à régler avec nous-mêmes, tu vois. Mais l'hyperfocus sur le chant, est-ce que c'est pas plutôt déjà c'est extrêmement accessible et c'est un espace de socialisation marqué, Bien sûr. identitaire. Est-ce que c'est pas ça plutôt aujourd'hui qui fait que le chant est hyper représenté? Non, mais je pense qu'on arrive. Il y a quelque chose dans le chant qui est aussi, qui représente aussi tout notre héritage, tu vois, de cette culture. Encore une fois, de l'improvisation, de la rencontre, tu vois, cette culture de l'advenance, tu vois, de la possibilité de l'advenir, en fait, notamment aujourd'hui, ce qu'on a rassiste, notamment grâce aux confréries aussi, le réapprendre les chants de messe, le chant en padier, là, tu vois, c'est toutes ces micro-variations d'un héritage, tu vois, c'est ça qu'on renégocie aujourd'hui. Mais comme le chant a été presque l'un des seuls espaces à être occupé pendant si longtemps, tu vois, bah aujourd'hui, voilà, et forcément, on en crée une hyperfocalisation, mais aujourd'hui, on recherche aussi à recréer du commun. Le chant, c'est le premier espace commun, et c'est le commun performé en plus, tu vois. C'est la création d'une nouvelle chose, d'une nouvelle rencontre. Tu vois, en plus, ce qu'on a vu encore, c'est que tout l'art, les arts dits contemporains, que ce soit, enfin, dits beaux-arts plutôt, que ce soit la photographie, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, ont eu des existences quasi. Même quand on a eu des très grands artistes qui travaillent à l'installation comme Angelic, c'était des existences en Corse qui ont été quasi. Minime par rapport, tu vois, à la présence et à la puissance qu'avait le chant, mais dans toutes ses formes, tu vois. Et aujourd'hui, c'est aussi ça peut-être qu'on doit régler, tu vois. C'est comment aujourd'hui les autres arts, tu vois, peuvent aussi porter cette expression, ce rapport, cette compréhension du territoire, ce rapport à l'insularité. Bah, écoute, moi, pour sortir du champ, il y a quelque chose qui me frappe, c'est la saturation des images. On est entouré d'images en permanence, pourtant, elles semblent avoir perdu leur capacité à provoquer une rupture politique. Comment expliquer cette neutralisation de l'image, y compris dans un territoire historiquement chargé de symboles comme la Corse? Mais alors, cette sorte Je te dis d'omniprésence. ça parce que tout le monde voit des images qui étaient extrêmement fortes et militantes il y a une trentaine d'années, aujourd'hui qui sont banalisées, qui sont vidées de leur substance. Et ben voilà, aujourd'hui il y a tout un discours qui est dilué sur les réseaux sociaux. Hein. L'omniprésence des images, déjà, c'est l'une des premières questions de l'arrivée de la photographie. Donc, le premier, comme dit Benjamin, c'est le rapport à la reproductibilité du monde. Donc, à l'arrivée d'un monde, finalement, d'un monde image qui nous arrive, où l'image nous arrive même avant le monde, tu vois. Et donc, un positionnement d'une image qui va devancer le réel et donc conditionner le réel, tu vois. Et Carobolante, Jean-Baptiste Carobolante, qui a fait une thèse sur l'image spectrale à partir du cinéma d'horreur, tu vois, depuis les années 70, dit qu'aujourd'hui, en fait, toute notre condition d'être de la spectralité de notre condition d'existence vient de cette hyper-présence systématique de l'image qui va jusqu'à obstruer notre rapport au réel. Et donc cette domination aussi de c'était ce conflit qu'avaient les Grecs dans le rapport à l'image, c'est entre le réel et la réalité. Tu vois, c'est pour ça qu'il y avait une aussi grande sévérité de Platon aussi envers les créateurs d'images. C'est parce que les Grecs avaient l'énorme angoisse que la réalité, donc l'interprétation du monde, du réel, devance le réel, tu vois. Et aujourd'hui, on est typiquement dans ça. Donc, ça arrivé avec la photographie, ça a explosé avec le numérique, l'arrivée des réseaux aussi numériques de circulation des images, puis d'Internet. Aujourd'hui, avec de l'IA, tu vois, une nouvelle prolifération d'images où cette fois, on n'y croit même plus, tu vois. Ce rapport-là qui avait déjà bien arrivé avec le numérique. Mais pourtant, on est dans une sorte de malgré tout, moi je pense qu'on est quand même dans un rapport à l'image qui est d'une certaine puissance, tu vois. Il y a une vraie hantise de nos images, on a encore un rapport, alors surtout en tant qu'occidentaux, avec une croyance à l'image héritée du christianisme, tu vois, et notamment de la photographie, un art achyropoïète, du coup un art qui n'est pas fait par la main de l'homme, qui porte toute la puissance et l'intensité des sensuaires, tu vois. La photographie a imprégné ça, et du magique aussi, de toute la pensée des arts magiques par le cinéma et la photographie. Et aujourd'hui, en Corse, on a complètement assimilé ça. Mais en plus, en Corse, on a un rapport qui est encore différent.
C'était l'historien Sally Jogant qui disait ça, qui disait en plus encore son un rapport à l'image qui est quasi celui de l'intercession, tu vois, du passage, tu vois, qui est quelque chose qui peut-être c'est beaucoup plus perdu dans le rapport occidental, mais tu vois, mais on a ces pensées, nous, en tant que culture où les morts sont présents, contrairement au christianisme, tu vois, on a ces espaces communicants. Tu vois, c'est ça la pensée matsérique, c'est la pensée des espaces communicants. Et notre rapport à l'image politique, elle n'est pas si loin, tu vois, je pense. C'est-à-dire que on réfléchit pas le passé en tant qu'il est passé, mais en tant qu'il est encore à nos côtés, tu vois. Et ça, c'est vraiment une pensée du monde de manière matsérique. Le mort n'est pas dans un au-delà du monde, tu vois. Il n'est pas, comme dans la religion chrétienne, dans un autre plan, inatteignable par les vivants. Par contre, il y a une coexistence entre morts et vivants. Mais du coup, ça fait une coexistence aussi entre deux temps, tu vois. On est dans un monde anachronique, tu vois. Dans les pensées matsériques, les morts et les vivants se croisent. On a des personnages qui soient soit intercesseurs, soit psychopompes, tu vois, qui font ces passages-là. Et on a des espaces de passage qui sont typiques depuis le néolithique, tu vois. On va avoir les Oti, donc les sources de rivières, tu vois, tout ce qui va être source, Awadine, tu vois. Et donc, toute une pensée du politique, je pense que notre analyse de l'image, elle doit se faire avec ce croisement-là, tu vois. C'est de dire, en fait, ce qui existe dans nos images a une hyper-actualité, tu vois. Nous, on ne les regarde pas, je pense, en tant qu'image du passé, on les regarde en tant qu'image, tu vois, que l'on fait coexister avec notre présent, tu vois. Et toutes ces images, justement, qu'en plus, tu vois, le documentaire Génération FLNC a remis en avant, je crois que c'est 2001-2002, quelque chose comme ça. Mais après, tu vois, le film de Thierry de Peretti, tu vois, à son image, qui utilise des images de fiction et en même temps des images d'archives, et qui fait coexister ça à travers un même narrateur qui serait l'oncle du personnage principal, tu vois. C'est quand même un rapport qui est ultra bâtard, tu vois, à l'image. De dire, en fait, on fait exister de la fiction, de la réinterprétation, déjà, de base, qui est déjà une relecture dans le présent du passé, tu vois, et en plus, on le fait côtoyer avec des images d'archives sous cette même voie narrative qui est celle du réalisateur, tu vois. La narration est faite par le prêtre réalisateur, tu vois. Et Thierry Despérit, il met tout ça sur le même plan, et justement, je pense qu'il illustre très bien notre rapport à l'image. Peut-être que le film est un peu plus complexe à saisir que ça, tu vois, mais dans ce rapport-là, dans cette coexistence, je pense qu'il cerne quelque chose, tu vois. Donc au final, est-ce que l'émotion qui est chargée, enfin, qui est consubstantielle de l'image, est-ce qu'elle arrive encore à mobiliser en Corse ou Ouais. est-ce que oui, Ouais, moi je voilà, pense qu'elle a une elle n'est pas charge, neutralisée. elle a une grosse charge encore, et l'imaginaire, pareil, tout cette image, parce qu'il y a un imaginaire qui est encore très présent, mais je pense qu'il y a une charge de ce passé-là et de ces images du passé, mais qu'on voit surgir et qu'on voit à chaque fois. Mais regarde, rien que dans les images de deuil, tu vois, de deuil des militants d'il y a 30, 50 ans, tu vois, mais qu'on voit typiquement avec Guy Dorson, qu'on voit avec Jean-Baptiste Aquavive, qu'on a vu tous les militants historiques. Mais c'est un rapport quasi martyriel, tu vois. Cette charge de l'image, on arrive à des charges de l'image qui sont quasi reliquaires, tu vois, d'un rapport martyriel des militants. On a un rapport très très puissant socialement encore des militants, qui est pour moi qui est dans les luttes, qui est quasi inexistant pour Et il des est peuples. viscéral. Ah oui, mais qui est même une puissance qui peut paraître démesurée, tu vois, par rapport à notre rapport aux images occidentaux, tu vois, parce qu'aujourd'hui la Corse est dans ce croisement-là, tu vois, d'un hyper-endémisme et en même temps d'un réseau de faire partie d'une histoire mondiale, tu vois. Mais on a ce rapport, encore une fois, à l'imaginaire et aux images qui est extrêmement puissant. Il y a un concept qu'on appelle l'économie de l'image. Je ne sais pas si tu le connais. Mm. L'économie de l'image, c'est-à-dire une gestion du visible. En quoi cette gestion transforme-t-elle l'image en outil de gouvernance plutôt qu'en force d'émancipation? Mais alors justement, Marie-Josée Monzin, quand elle parle de ce rapport à l'économie, elle en parle aussi dans le rapport trinitaire de l'image. Donc comment, depuis le deuxième concile de Nicée, justement, toute la pensée de la Trinité a été utilisée pour l'utilisation de l'image en tant que, que un mode de diffusion de la puissance divine. Et on arrive à ça, en fait, aujourd'hui, dans ce rapport à la gestion, parce que l'économie, elle, dans ce qu'elle développe, elle reprend ça d'Aristote, c'est la gestion de la maison, mais aussi la gestion des crises. Et elle, justement, elle utilise tout ce développement de l'existence de Dieu par l'existence dans les images. Et tout notre rapport à l'image encore aujourd'hui est conditionné par ce rapport à une économie trinitaire, à cette
propagation du visage du Christ, mais qu'on retrouve aussi, encore une fois, dans la relique, tu vois, dans la puissance de la relique, dans la charge, et aussi qu'on a retrouvé avec l'histoire de la photographie. C'est là où Marie-José dit que la photographie n'est qu'un prolongement de tout l'imaginaire achyropoïète, de l'imagement achyropoïète aussi. C'est ce rapport à la création d'une main divine par la lumière, et après ça a été rationalisé en disant non, c'est... Tu vois, ce rapport à l'achyropoïète, on a eu plus un débat dans les années 1920, notamment en Allemagne, pour la pensée du documentaire, de dire la puissance de l'image, c'est son objectivité, tu vois. Et ça a donné la nouvelle objectivité allemande. Mais en fait, oui, il y a une charge de l'image, encore une fois, c'est ce qu'on voit, et notamment en Corse, on a une charge qui existe, qui est très forte, et qui nous conditionne encore aujourd'hui, tu vois, malgré la présence de l'IA. C'est très général posé comme ça, mais qui contrôle aujourd'hui les images en Corse? Bah, c'est ce qu'on disait dans la question de la spectacularisation, tu vois, la contrôle des visibilités. À qui dépend le contrôle des visibilités, tu vois. Aujourd'hui, l'histoire de la photographie en Corse, elle vient d'où? Elle vient de la carte postale, pratiquement, tu vois. C'est que déjà, la création d'une histoire de la photographie, moi j'ai fait mon diplôme sur ça, sur l'arrivée d'abord de la carte postale, tu vois. Alors qu'on a toute une pratique, notamment de Ange Thomas, une pratique documentaire qui est dans les années, dans la fin, début du XXe siècle, d'aller dans les villages et de faire l'imagement de ces changements-là, tu vois, à l'arrivée, notamment juste avant l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Et en fait, tout ce qui a existé par la carte postale, ça a été la création, notamment depuis les années 30, pour l'arrivée du tourisme, pour l'arrivée des premiers congés payés, et après l'arrivée aussi, le rapport à ce qu'on a plus à partir des années 60, tu vois, l'occupation du territoire, tu vois. Donc bien sûr, le contrôle des visibilités contrôle déjà le réel. Du coup, c'est ce qu'on disait sur la spectacularisation de la vie politique en Corse. Tu vois, il y a déjà un contrôle de l'image et de l'imaginaire. Nous, c'est l'image médiatique qui est la plus présente, tu vois. En tant qu'artiste, on a envie de parler de l'image dans son sens le plus large, mais aujourd'hui, la plus grande présence, elle est médiatique, tu vois, et aussi des réseaux sociaux. Et Oui, il y a voilà. des images d'archives qui sont connues et identifiées très facilement par tout le monde, que ce soit... maintenant, j'en ai plus en tête directement, mais oui, tous les grands moments du nationalisme corse aujourd'hui, ils sont identifiés à travers les images d'archives médiatiques. Mm. Pour revenir sur les images achyropoïètes, est-ce qu'elles montrent la vérité sans médiation humaine? Est-ce que la photographie et certaines images militantes ne jouent pas aujourd'hui un rôle similaire en revendiquant une forme d'évidence incontestable? Ça fait la jonction entre ce qu'on disait. Bah, c'est ce qui a été très longtemps utilisé pour le discours de la photographie, c'est cette sorte de monde tel qu'il se présente, tu vois. Donc ça a beaucoup été utilisé par les Américains, beaucoup utilisé aussi. Mais en fait, c'est ce à quoi a servi la photographie en tant que colonisation des espaces, tu vois. La première colonisation de la photographie, c'est de montrer le monde tel qu'il était et le faire venir à soi avant de créer un mouvement pour faire venir à ce monde-là, tu vois. Donc toute la photographie a porté ça et c'est à partir vraiment des années 90, avec l'arrivée très forte notamment des premiers logiciels de retouche et par le numérique aussi, on a commencé à remettre ça en cause. Après aujourd'hui, notre imaginaire, il a été grandement remis en cause aussi par le scandale d'Abu Ghraib, qui est ce scandale américain de torture, d'utilisation de l'image numérique pour la torture américaine en Irak, tu vois. Et tout ça a vraiment reconditionné notre rapport au réseau, où en fait on s'est rendu compte que ce n'est pas l'image qui nous ment, c'est le réseau dans lequel elle s'insère, tu vois, où il y a eu un duel justement où des fausses images argentiques avaient été comprises comme vraies, alors que les vraies images numériques n'auraient pas suffi à démontrer, tu vois, ce qui se passait dans les conditions de torture. Donc, et après on a eu le 11 septembre aussi. Tout le rapport au 11 septembre nous montre ce rapport-là justement de la croyance des images. Il y a Clément Chéroux qui a fait un livre qui s'appelle Diplopie, je crois que c'est sa thèse, où il dit les images du 11 septembre, l'imaginaire qu'on a du 11 septembre dépend uniquement, pratiquement, du pays depuis lequel on le regarde. Et c'est pour ça qu'il parle de diplopie. Donc diplopie, comme dans diplomatie, c'est cette capacité de voir double, tu vois. Et il dit, en fait, cet événement, il a toujours été instrumentalisé selon le pays d'où il vient. Et il disait notamment les États-Unis l'ont utilisé pour les interventions futures, en utilisant notamment Iwo Jima, en utilisant toutes les batailles précédentes qui faisaient la gloire leur gloire l'imaginaire atteinte, patriotique impérialiste américain. Et comment il a été atteint et comment ça a permis l'intervention martiale, tu vois, militaire. Et il a montré comment dans tous les autres pays, la représentation était différente, justement.
Mais en fait, tous nos rapports aux images, on est encore dans cette négociation-là, tu vois, depuis le 11 septembre, de dire, mais en fait, ce qu'on doit comprendre des images, c'est pas juste la manière dont elle nous fait face, c'est la manière dont elle est arrivée à nous faire face, tu vois. C'est-à-dire comment ce n'est pas juste une affaire de contenu de l'image, mais aussi tout le réseau qui fait qu'elle nous arrive, tu vois. Et on arrive encore une fois à la question du spectacularisation, typiquement le spectacle du 11 septembre, tu vois. Et pour la Corse, est-ce que tu aurais un exemple particulier qui te vient en tête? Et moi, pour la Corse, ce qui me viendrait plus, c'est tout ce rapport, encore une fois, qu'on disait médiatique, toute cette esthétique de la nuit bleue, tu vois, et du militant de Tralonc. Encore une fois, on a parlé de Tralonc, c'était le spectacle de Tralonc, c'est le spectacle de la nuit bleue. Tout un imaginaire est encore conditionné par ça, tu vois. Pour moi, on en est là, encore aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu penses que la Corse peut-elle, on peut encore la penser comme un centre symbolique, ou est-ce qu'elle a été reléguée à une périphérie imaginaire et ou politique? Mais alors, c'est ce que utilisent les Grecs pour penser justement le rapport à l'insularité. Ils le pensent à partir de l'insularité comme omphalos, c'est-à-dire comme centre du monde, tu vois, avec cette pierre. Mais alors, plus que centre du monde, aujourd'hui, on pourrait plutôt penser l'insularité dans un rapport matriciel, c'est-à-dire plutôt comme soit laboratoire, soit matriciel, c'est-à-dire comme un espace où on peut, qui a les conditions de, d'une création qui peut après se propager, se diversifier. Mais on a cet espace-là, un espace matrice, qui peut faire de la Corse et de l'insularité, depuis les Grecs, un espace très important, tu vois. Et eux, justement, pensaient l'insularité en tant que espace de réflexion de la police, tu vois, de la cité. C'est ce rapport-là qu'on peut encore avoir. Moi, c'est ce que je travaille, c'est le rapport à comment l'insularité, en fait, questionne notre rapport à l'habitation, questionne nos rapports au monde, questionne nos rapports aussi au fondement, tu vois, le rapport aux morts. Et notamment, moi, j'utilise le mathérisme. Pour l'image, j'utilise le rapport du plutôt chrétien, tu vois, de toute cette charge de l'image magico-religieuse, mais notamment en Occident du christianisme. Et comment on arrive à justement avec une pensée du mathérisme qui là nous amène à un endémisme qui nous permet de repenser le monde. Et là, c'est ce que je voudrais amener pour mon travail de recherche et création, de voir comment on peut peut-être sortir d'une hantise que nous crée justement ce rapport mémoriel à l'image, qui est un rapport créé par l'imagerie latine en Occident, pour arriver à un autre rapport, justement à ce rapport d'intercession, en pensant non plus une image spectrale, une image c'est-à-dire hantée de ce besoin de vivre, tu vois, de ces spectres, de ces besoins de devenir visible, mais plutôt par des images communicantes, tu vois. Bah, justement, c'est Alain Badiou qui affirme que le peuple n'existe politiquement que dans la tension avec l'État. Est-ce qu'on peut encore parler d'un peuple corse aujourd'hui, ou seulement d'une population gérée et administrée dans ce sens, hein? Tant qu'il y aura un rapport à la gouvernance qui sera un rapport de contrariété, Il existe. Ouais. voilà. Et pour moi, ça y aura C'est toujours pas ce un troupeau rapport. de moutons. Voilà. Il existe ou il n'existe pas. C'est que tant qu'il y a un rapport qui se fait, qui est de l'ordre d'une remise en question de l'autorité, tu vois, d'une remise d'une archée, tu vois, d'une hyper-autorité, on aura ce rapport-là de peuple qui sera par la résistance et qui devra trouver ses modes de résistance et d'expression de la résistance. Sur l'image révolutionnaire qui est conditionnée par le futur, il y a Mark Fisher qui parle d'une annulation du futur. Le véritable enjeu révolutionnaire, alors, ne serait-il pas aujourd'hui de produire de nouvelles images capables de rouvrir le désir politique plutôt que de répéter les formes du passé? Bah là, justement, on arrive à... C'est des questions qui se posaient déjà au temps de Benjamin, tu vois, quand il écrit notamment son rapport dans déjà la pauvreté, tu vois, cette perte de l'expérience par l'industrialisation du monde, qui nous amène à une perte du savoir-faire, à une perte de la transmission. Et il va aussi mettre en avant, Benjamin, dans un autre texte, la perte des espaces de narration, tu vois, qui sont aussi des espaces de création. Alors, soit ça va être dire narration, soit du conte, mais qui sont des pertes de l'expérience et de la transmission de l'expérience. Et lui, il oppose ça au roman, notamment. Comment le roman va plutôt être des récits de vie quasi anecdotiques, tu vois. Et comment, justement, là où le conte était un espace de transmission quasi pédagogique, tu vois, de transmission de l'expérience, de transmission aussi de, de récits fondateurs, de récits de canalisation de la violence, tu vois, si on va vers René Girard, tu vois. Et il dit c'est notre grande perte, et aujourd'hui, cette perte des espaces de narration nous empêche d'avancer, tu vois, parce qu'en fait, toute cette mode de transmission de l'expérience qui conditionnait notre monde a été perdue,
et fait que chaque être revient à zéro, tu vois. Et pour lui, c'est la crise de la modernité. Du coup, alors, il faut inventer ou désapprendre? Hmm, Ouais, alors là. Non, après, je pense que de toute façon, on est toujours. Tu sais quoi, non, je vais te la poser Ouais. autrement. À quoi ça ressemblerait la nouvelle image révolutionnaire aujourd'hui pour la Corse? Ou subversive? Mais pour moi, on est là où justement il y a une potentialité de réexistence du Rakuy, c'est en réinterrogeant ces espaces de circulation, tu vois, de recréer de nouveaux espaces de circulation, mais qui se fait déjà dans l'art contemporain, tu vois, de sortir de l'institution, d'avoir des pratiques beaucoup plus performatives et dans l'expression de refondation du commun. C'est beaucoup ce qu'avait mis en avant notamment Nicolas Bourriaud dans l'esthétique relationnelle, tu vois, de dire en fait de renforcer une pensée de la rencontre, de l'instant, tu vois, et de la perte de toutes ces pensées de la fixation, notamment de cette pensée de l'immortalité atteinte par l'image, tu vois, qui est, alors André Bazin avait dit justement toute notre condition de l'image est fait par enfin a été toute notre condition dans le rapport de l'image a été conditionnée par l'embaumement des Égyptiens, qui a ensuite amené les portraits, qui a ensuite amené justement notre rapport au photographique, et donc tous nos rapports à l'image seraient un rapport de tentative, voire réductionnel, voire d'atteinte de l'éternité, tu vois. Et en plus qu'a recréé le christianisme, justement, a remis sa couche. Donc on a un rapport qui est hanté par cette impossibilité de l'immortalité, tu vois. Et alors justement avec une pensée d'esthétique relationnelle qui peut être peut-être plus dure à appliquer, mais tu vois, on a dû dire en fait comment on repense beaucoup plus des rapports au commun, tu vois, de refondation du commun, refondation de l'expérience, de sortie justement de ces espaces de domination qui sont les institutions, mais que ce soit les musées, que ce soit les institutions, les fondations, pour justement retourner vers un art beaucoup plus peut-être orienté vers le social, tu vois. Et Dominique Baquet, alors quand elle faisait ce constat-là il y a 20 ans, elle disait aujourd'hui c'est dans le film documentaire où on s'y retrouve le plus, tu vois, dans ces expériences du mutisme, dans ces mutismes, tu vois, dans Svetlana Alexievitch qui dit au bout d'un moment le silence était tellement fort qu'il valait plus, tu vois, qu'il faisait histoire, tu vois, qu'il valait plus que leurs paroles, tu vois. Tout le film Shoah justement de Lanzmann. Lanzmann qui reposait sur ça. Mais en fait, sur ces refondations quasi mythiques du commun, tu vois. Et c'est là où on doit, à mon avis, retourner, tu vois. C'est de ces espaces de marge, tu vois, ces espaces liminaux. C'est là peut-être où on est allé à chercher, tu vois. Et c'est pour moi ce que le réacuiste, justement, avait peut-être tenté de. Ce qui est peut-être l'inverse du réacuiste. Le réacuiste, justement, c'est peut-être ça. C'est peut-être la tentative d'institutionnalisation de quelque chose en voie de disparition, tu vois. Et peut-être que nous, aujourd'hui, en fait, le vrai deuil du réacuiste, il viendrait de là. Tu vois, toute cette questionnement qu'on avait autour du chant, peut-être que c'est justement peut-être qu'on a, nous, dans notre rapport à l'art, c'est ce chemin-là inverse qu'on doit faire, tu vois. Hmm. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Yann, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu aimerais rajouter? Non. Merci beaucoup. Merci, à toi.